Eh ben, écoutez, on va commencer aujourd'hui avec cette séance particulière organisée autour de Pauline Viardot. On est le 8 mars. Alors, l'idée avait été d'organiser un Irémus Présente entièrement consacré à Pauline Viardot en présentiel. Et cette occasion était aussi en partenariat avec le CEM qui proposait d'organiser une masterclass avec Dame Felicity Lott. Les conditions font naturellement qu'on a repoussé, on a déjà annulé 2 fois cette rencontre, mais on a décidé de maintenir tout de même l'Irémus Présente en format numérique. Donc, merci d'avoir pu vous reprogrammer. Je pense notamment à Amy et à Rosalba, et puis à Damien, puisque voilà, normalement, on aurait été ensemble. On avait envisagé de faire ça même hors les murs, c'est-à-dire au conservatoire russe, au conservatoire Rachmaninov, et d'avoir ce temps avec Felicity Lott. Ça n'est que partie remise, je l'espère. Et la séance d'aujourd'hui est donc consacrée à Pauline Viardot, mais un petit peu plus largement à l'opéra, puisqu'on aura la chance d'entendre la deuxième partie de l'intervention de Damien Collat, qui n'est pas à proprement parler sur Pauline Viardot, mais peut-être, Damien, tu nous expliqueras comme ça quel lien il peut y avoir entre Pauline et puis cette légende de Sémiramis que tu présenteras. On entendra Amy Kyle, qui est doctorante sous la direction de Raphaël Legrand, qui fait sa thèse sur Pauline Viardot, et puis Rosalba Agresta, donc, qui est chercheuse à la BNF, sur la question des fonds, des collections, des Viardosiana, comme tu l'as intitulé, Rosalba, de la Bibliothèque nationale. Mais je vous propose sans plus tarder qu'on commence avec Amy, qui va donc nous présenter quelque chose en anglais, puisque Amy est américaine. On a discuté sur la possibilité, et naturellement, il n'y a aucun problème, puisque l'Irémus est un institut international, de présenter en anglais. Bien, écoute, Amy, je te laisse la main pour présenter ton intervention. Pauline Viardot and how the 19th century still influences how we view women's compositions. Merci. Bon, je vais faire quand même mon introduction en français. Si vous avez... c'est une présentation en vidéo. Alors, si vous souhaitez le regarder et faire une deuxième fois, si c'était pas facile à comprendre, je peux vous envoyer le lien sans problème. Alors, évidemment de Pauline Viardot, mais aussi la perspective de regarder comment on voit les génies musicales et comment on regarde des femmes, des compositrices et d'où ça vient et la philosophie du 19e siècle et comment ça a influencé notre point de vue maintenant sur les femmes en musique. Alors, je vais pas tarder et je vais partager le vidéo avec vous. Some headway in gender parity has been made since Susan McClary's seismic book, Feminist Endings, was published almost 30 years ago, but it certainly has not made it out of the tiny musicological circles to the general public with the same force. My education, which shuffled from Beethoven to Mozart to Bach, with an exotic turn to Saint-Saëns and Debussy, is exactly the same curriculum my sons are receiving in school today. In 2020, when asked about my thesis subject, the overwhelming response is one of surprise that excellent female composers exist. These women are gaining visibility, there's no denying that, but they are still strongly put in the category of other. There are the great composers, we all know them, Beethoven, Brahms, Mozart, the musical geniuses, and then there are women composers. But how did we arrive at a history with such a black and white view? Pauline Viardot Garcia was readily recognized by her musical colleagues as a woman of genius during her time. Franz Liszt, her erstwhile piano teacher, praised her as the first genius female composer. He wrote that her works contained so much skill in harmonic subtleties, which would be envied by many famous composers. Clara Wieck Schumann said of her friend that she was the most talented woman that she had ever known. And Adolphe Adam described her as one who sings in and speaks 5 languages, who plays the piano like an angel, is as good a harmonist as anyone, who sings like her sister,
and who composes things that we would have been proud to have written. Yet, following her death, her artistic contributions, like her fellow female colleagues, quickly faded from mainstream social memory. Public perception hasn't evolved much in the 150 years since. We can see that those who lay lasting claim to the title of musical genius are enabled by admission criteria for the musical canon still steeped in the very gendered 19th century genius criteria. Our instinctive Euro composer model inherited from the 19th century. Marjorie Garber describes society's ideal creative genius this way. The genius was, and to some extent continues to be, the romantic hero, the loner, the eccentric, the apotheosis of the individual. Indeed, some of the resistance to the idea that Shakespeare wrote his plays in collaboration with other playwrights and even actors in his company comes from our residual, occasionally desperate need to retain this ideal notion of the individual genius. We prefer the myth. We can see how finding female musical geniuses based on this model could be a challenge, with the terms hero, loner, eccentric, and individual weighing heavily masculine on the social perception scale. Finding a male composer, incidentally, who fits this ideal still involves a fair amount of tweaking and avoiding of important contributing figures to their work. Though that is a subject for a conference talk on another day, it is something to keep in mind. Musical genius as a term often lacks the context of its historical origins and philosophically constructed limitations. Where does its meaning come from? Does this inheritance limit our scope and appreciation of what exceptionally creative people, especially women, have done? Does genius, as we now understand it, separate the creator from the work's genealogy and deny their collaborative inceptions? Can we continue to use this term? But abandoning the title of genius, is it even a possibility? What good would it do? It certainly would not accelerate the welcoming of exceptional female composers into our collective historical memory. Shall we continue speaking of Robert Schumann as a genius, and yet shy away from the term when studying the achievements of Fanny Mendelssohn, or Clara Wieck Schumann, or Pauline Viardot Garcia? The canon and its accolades need not be erased, nor can they be. But to provide better understanding of exceptionality across genders, it must be clarified. Then, great works which have been judged so, based on a structure accessible to men, could continue to be great while allowing for women's compositions to join the mainstream. The musical canon, currently lacking in collective context, excludes women through misogynist philosophical writings woven into the fabric of our judgment criteria. Its social imbalances are implicit, but tenaciously present nonetheless. Philosophers in the 19th century made it clear that women were not and could not be considered geniuses, a reaction to women's increased involvement politically and creatively in the 18th and 19th centuries. In their article about female French opera composers, Letzler and Adelson point out that the French Revolution, quote, brought an unprecedented level of female participation in public debate, end quote, which contributed to a backlash against creative women that was philosophical, physiological, and sexual. The critic Charles Maurras equated women's public creative output with chaotic degeneration, a theft of rights of the male gender, and the over-sensualization of art. Pierre-Joseph Proudhon went further by saying, genius, then, is the virility of mind, its abstract power of generalization, of invention, of conception. Hence, the child, the eunuch, and the woman are left wanting. Exceptional women are seen as such an anomaly that, to accommodate the fact, writers like Diderot referred to great female minds like Sophie Voland as a man. And Jules and Edmond de Goncourt surmised that George Sand, Germaine de Staël, and Pauline Viardot Garcia were actually probably hermaphrodites.
Pierre-Jean Cabannes wrote, "If there exists in the universe a physical principle that is able to demonstrate to our intelligence all the daring and expanse it is capable of, it is the sperm. Without a doubt, the new impetum fashions a source of vital vigor. By it, genius is illuminated, poetry is enriched with noble sentiments, colored with brilliant images. Music, all the fine arts are lit by this torch of life." From the de Goncourts to Cabannes, we can see the prevailing philosophy of the male creative power, both literal and figural, rendered women's creations simply not viable. Women, therefore, were essentially barred from the musical canon of the 19th century based on the fact that their bodies were not men's bodies, not based on their creations. The musical canon then lay completely out of reach, as inapproachable as the hero image of the composer genius. Letters and writings can be traced by prominent figures in history regularly praising and identifying compositional genius as both difficult to describe and yet easy to recognize. Edward Lewinsky traced the use of the term genius referring to a composer back to the Renaissance. Giovanni Spataro's letter in 1529 to a Venetian musician acknowledges musical genius by stating that written rules teach counterpoint, but good composers, like good poets, are simply born. From the comprehensive philosophies on genius as something both mysterious and innate, limitations were easy to put in place in this subjective ambiance. Jean-Philippe Rameau and Jean-Jacques Rousseau helped solidify our understanding of the division between musical genius and skilled artisan. Everyone who didn't quite make the cut for genius, such as women, were left in the category of skilled artist. The skilled artist must follow the rules, not break them, not having the heightened aesthetic sensibility to do so. Unconsciously highlighting the difficulty women face in being recognized as exceptional under these expectations, Lewinsky states, as it becomes permissible for the genius to break the rules of art, so it becomes more or less acceptable that he, as a person, transcend the norms of ordinary social behavior. Genius as a rule breaker was built around the image of Beethoven by critics like Castilblas, Joseph d'Ortigue, and Hector Berlioz, who propelled Beethoven's rise to mythical status in France, beginning in the 1820s. Beethoven's image was then endowed with extra masculine qualities of individuality and eccentricity as his music was hailed as heroic. It certainly isn't Beethoven's fault, but his image and persona have become the lodestar for the philosophical and physiological push to qualify women's creative musical inferiority in the 19th century. Composers like Beethoven, Haydn, and Mozart were then written and talked about as single entities with the rise of the composer biography. There was a sort of ironic assumption of sexual neutrality and universality woven into the composer persona, all while holding up and accentuating socially masculine ideals. Ideals of originality as well as solitary creation took hold with the growing market in the 19th century for printed music and the freelance culture of composition. Collaborators, oftentimes women, lost any chance at authorial status or public recognition. This loss of collaborative credit for creations further closed the door on social acknowledgement of women's influence and contributions and musical developments. As the composer's persona grew in importance, so did marketing that relied heavily on the idea of the lone male genius. Divas such as Viardot Garcia, whose contributions to operas such as Gounod's Sappho are vast, as admitted by the composer himself, though he himself destroyed most of their letters from that collaborative period. Omission of any authorial credit in this and other works was a sign of the growing explicitly male-centered aesthetic of musical creation. The social construction of the musical canon lacked a collective context, affirmed by the same small group of male critics and historians. That continued lack of context perpetuates and prolongs the myth that women had no influence on musical developments or stylistic movements.
For women to compose while female was and continues to be a social risk. When combined with creative exceptionality, it begins to draw a new picture of what musical genius is and was. But even the normal signs of genius, such as stylistic rule breaking and making, seem to have gone largely unnoticed in women. Marcia Citron's stylistic analysis of Cécile Chaminade's Sonata Opus 21 outlines a clear subversion of the normal theme hierarchy. Chaminade's treatment of the two expository usually expected in the second theme. Chaminade accomplishes this by creating a first theme that is a prelude, which ends with a melismatic and expressive flourish. The second theme, in the form of a fugue, exhibits tonal ambiguity but starts in tonic, eliminating the binary separation of the two themes. Could Pauline Viardot Garcia's intriguing use of meter, for example, combined with a masterful compositional technique to show feminine power in her chamber opera Le Dernier Sorcier, open the door to a new look at genius? Viardot Garcia masterfully manifests female strength by claiming 4/4, generally considered the meter that is the norm, as an exclusive right of the strong female figure in the operetta. She further outlines this transformation of the female protagonist through melodic and tonal transformation, establishing her passage from subservience to expressions of free will. Musical genius, being both easy to recognize but hard to describe, should be allowed to take a different shape for female musical geniuses than for their male compatriots. Why couldn't the composer who never had access to training in orchestration still be a genius? Why can't exquisite small forms with their subtle stylistic breaks from the past act as signs of exceptionality? Why must breaks from the past be a criteria for genius at all, when there is so much other evidence of creative exceptionality? This would be the same as saying no painting of genius could be painted upon a small canvas or be inspired by another work. Understanding the underlying biases of these oversights is part of the puzzle, bringing great women's works into clearer focus and on their own terms that can help put their genius back onto the concert stage and into the music classroom. Historical context can open up access to the title of musical genius for great female composers. Viewing the creative process as collaborative provides a new look at established works and reintroduces female composers and collaborators back into the creative arena. Bizet edited the definitive version of Gluck's Orfeo side by side with Pauline Viardot Garcia. Renaming this version the Bizet-Viardot edition opens the door to historical context, understanding the true creative contributions, then, of salons as well, and searching for reception of works within this important creative force is important. Often organized and propelled by the creative force of female geniuses, salons are still understudied and underappreciated. The path to the future must also include documents of historical reception demonstrating the worth of a work that includes women. Using letters, unpublished journals, and memoirs, for example, not only gives insight into the genius manifest by female composers, but it gives us first-person accounts by the auditors of their works, reducing the importance of public reception as criteria for a work's greatness, when many women's works had no access to public reception. Once women are again seen as part of the musical world of their time, the power and magnitude of works and their creative influence becomes evident. Changing the historical paradigm from professional versus private to that of a social group frame of reference provides clarity on how works of genius are actually created. It opens the historical landscape to view men and women writing and sharing their works side by side, though in different social venues. Women like Pauline Viardot Garcia were not at the periphery of the creative milieu of their day. They were at the heart. That becomes clear when the division of professional composer is seen as an artificial construct and one with deeply sexist implications in the 19th century. Context adds a layer of complexity,
multiple authors, and acknowledgement of creative influence. Valuation of great works should be as complicated as the process of their creation demands. The reception of Viardot Garcia's compositions by her male and female contemporaries is an example of historical context compared to our perception of the reception of 19th century women's works. Their success and influence was subject to social prejudices and was slowly erased over time by those that recorded our music history. Of course, we now know that those statements by Viry, Cabanes, and others on the physiological limitations of women's creativity are products of supposition and probably a fair amount of fear. But the prejudices that they spawned still lay claim to the musical space today. Perhaps you may not believe that in order to be a genius you must have been born with the correct genitalia, but few can name a great female composer, and women's compositions are still very rarely played in the concert hall. In a recent study in 2018, the gender gap between female and male composers' works performed in the concert hall was 98.3% male to 1.7% female. Of the most performed composers, the top 3 composers are still Beethoven, Mozart, and Brahms by a rather large margin. Musical education hasn't embraced women's great works, but perhaps that is because the tools to do so, the textbooks with women as more than just a footnote or an end chapter, are yet to be written. The philosophies of the 19th century may seem outdated, but their influence is far from gone. Understanding the depth of our aesthetic inheritance from the 19th century can serve now to inform a pathway to inclusion and richer comprehension of women's musical creations then and now. Musical genius is part of the story that music tells, a story that we, as musicologists, have the opportunity to clarify with deliberate inclusion and more detailed context. With context, our work can help inspire future generations to better understand how great music is made and who great composers really are. By questioning the criteria built into the current canon, a culture of curiosity can be championed in the musical classroom and the concert hall. Curious exploration can both reinvigorate classical music study and provide a more balanced way of reframing musical genius. Thank you. Ok, je me suis rendu compte de 2 choses. J'ai parlé vite, je suis désolée, et que j'ai fait une erreur. En fait, j'ai dit Bizet et j'ai écrit Berlioz et c'était Berlioz. C'était bien Berlioz. Je suis désolée. Bon. Dommage parce qu'on attendait une nouvelle version de l'Orphée. Et qu'il y avait un scoop absolu. Ouais, le découvert de l'année. Merci beaucoup, Amy. Et puis cette forme de présentation est très réjouissante pour commencer un lundi matin de semaine. Ça me fait penser à ces cartoons qui existent pour présenter la tétralogie de 16 heures en 2 minutes. Voilà, avec la même démarche comme ça, pédagogique et didactique, très réjouissante. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Alors, il faut savoir que, Amy, tu fais ta thèse précisément sur la dernière partie de Whist, hein, une des œuvres de Pauline Viardot, mais que là, oui. Tu as choisi finalement de poser un cadre méthodologique à ton travail, qui fait partie de ta thèse. Oui. Oui. Bon, en fait, ma thèse a 2 parties, en fait. La partie d'analyse, le partie du Whist, j'ai inclus 2 autres opérettes, Le Dernier Sorcier et Le Cendrillon, pour faire une comparaison et pour voir d'où ça vient, partie du Whist. Et après, l'autre côté, c'est vraiment la question de génie. D'où ça vient ce titre et comment on peut reformer ou reformuler les questions de génie dans notre temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Est-ce qu'on va garder le titre de génie? Parce que le génie, ça implique quelque chose de mythologique. Est-ce qu'on va garder ça ou est-ce qu'on va juste… il y a des gens qui disent qu'il faut juste arrêter de dire génie parce que ça
c'est pas vrai, c'est pas. Mais à mon avis, et ce que je présente aussi dans cette présentation, c'est que le génie, c'est quelque chose. La musique, et il y a bien sûr l'analyse, mais aussi il y a ce parti un peu difficile à définir, subjectif. Et je pense qu'avec ça, le génie va jamais partir. On va jamais arrêter de dire que Beethoven était un génie. Alors, et pourquoi pas commencer à ouvrir le conversation aux femmes? Parce que comme on accepte qu'on va jamais dire, pas dire que Mozart était un génie, on doit aussi trouver un moyen d'accueillir des femmes si on veut vraiment voir une équilibre. Oui, Damien. Merci. Merci, Amy. Avant de passer la parole, je voudrais faire une petite remarque sur cette question du grand homme, enfin du génie, qui me fait penser aux écrits de Carlyle. Je ne sais pas si tu connais, et cette théorie qui se diffuse partout au 19e siècle du great man. En fait, c'est Carlyle qui développe tout ça. Moi, j'ai travaillé ces questions autour de Wagner, justement, mais dans toute cette question. Je ne sais pas si tu as lu un peu Carlyle, justement. Un tout petit peu, mais je connais le nom, mais pas beaucoup, mais je connais ce terme de great man, et oui, ça joue aussi ça dans inclut vraiment toute la pensée du 19e siècle sur ce thème. Ben voilà, ton travail aussi s'ancre parfaitement dans une des équipes finalement de l'IREMUS, nouvellement recomposée, c'est musiciens, musiciennes et études de genre. J'ai vu Catherine Deutsch, qui d'ailleurs est une traductrice de Suzanne McClary aussi dans l'audience. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main et à allumer vos micros. Je vous invite à les fermer quand vous ne parlez pas pour éviter, s'il vous plaît, que nous ayons à le faire de façon un peu autoritaire. Je peux ? Oui, vas-y Damien, je t'en prie. Oui, Amy, tout d'abord, j'ai été bluffé par la qualité extrêmement professionnelle de la présentation, la vidéo extrêmement travaillée, cette diction anglaise magnifique. Donc, merci pour tout ça. Je trouvais le produit fini superbe. Je ne sais pas vers quoi vous vous destinez, si c'est vers l'enseignement, si c'est vers des documentaires télé ou des choses comme ça, mais j'ai l'impression que ce genre de produit peut trouver vraiment son utilité dans des cadres de vulgarisation et d'enseignement très variés. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Je suis bluffé, je serais incapable de faire ça. Donc, je voulais vous remercier pour ce travail. En plus, j'imagine que c'est un travail considérable de faire une vidéo de cette qualité. Je voulais revenir sur le début de votre présentation avec vos deux flèches, le club des génies, en quelque sorte, des grands hommes, Beethoven, Mozart, et puis Ladies This Way. Je me demande si les deux panneaux qui se séparent, ça n'est pas aussi un peu un artefact du XXe siècle. Je voudrais prendre comme exemple une femme qui va s'ajouter à la liste des femmes compositrices dont vous avez parlé et qui sont connues, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn et Pauline Viardot. Je voudrais simplement rappeler que Louise Bertin était très estimée de son époque. Elle a fait jouer à l'Opéra de Paris en 1836 la Esmeralda, d'après Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Elle était certes la fille du directeur du journal des débats, donc d'une certaine façon on pourrait dire qu'elle avait été sans doute pistonnée, mais faire représenter un opéra à l'opéra, à l'Académie royale de musique, à l'âge de 31 ans, c'était pas destiné à des débutants ou à des personnes qu'on considérait vraiment comme des compositeurs périphériques. Et malgré tout, elle y est arrivée. Et quand on entend cette œuvre qui a été enregistrée, on s'aperçoit effectivement que c'est une musique de très grande qualité. Je me demande si, en considérant effectivement une sorte de groupe de compositeurs femmes, on ne crée pas nous-mêmes une sorte de discrimination qui pourrait être un petit peu dangereuse, dans la mesure où je ne suis pas persuadée qu'à l'époque, on les considérait comme des compositeurs femmes. Moi, c'est vraiment une précaution méthodologique que j'aurais très présent à l'esprit. Est-ce que ça n'est pas nous, avec des préoccupations qui sont les nôtres, celles du XXIe siècle, celles de lutter contre une tradition patriarcale de pensée dominante, et tout un mouvement militant qu'on connaît bien.
est-ce que ça n'est pas nous qui sommes en train de créer une division entre ces musiciens du 19e siècle? Ça, c'est un premier point. Et avant que vous me répondiez, je voudrais juste dire aussi une chose, puisque pour revenir sur la question du génie, génie, indubitablement, génie, c'est pour les compositeurs, ce n'est pas nécessairement les interprètes. Je voudrais quand même rappeler que, là, je vous provoque un tout petit peu, je vous prie de m'excuser par avance, mais beaucoup de compositeurs hommes au XIXe siècle ont terriblement souffert sous les caprices des chanteuses femmes. C'est le cas de Giuseppe Verdi, par exemple, lorsqu'il met en musique l'Hernani d'après Victor Hugo. Il doit passer sous les fourches codines de la prima donna qui exige pour la fin de l'opéra un rondeau pour elle seule, qui est complètement une entorse à la dramaturgie de Victor Hugo. Et à cette époque-là, on l'a un peu oublié, mais une chanteuse femme a plus d'importance dans un théâtre qu'un compositeur homme. Donc là, c'est aussi un petit peu pour contrebalancer notre approche des rapports hommes-femmes à cette époque. Je vous remercie, Dernière, pour la première question sur le est-ce qu'on s'impose nos valeurs d'aujourd'hui dans le 19e siècle. Oui. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a ça qui joue aussi, que nous, comme on est très sensible aux questions hommes-femmes, maintenant que peut-être en regardant arrière, on s'impose. Et oui, je suis d'accord. Mais la preuve de cette que c'est pas équilibré, existe dans les philharmonies, que nous on joue très 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 peu des compositions de femmes. Alors je suis d'accord que ça joue dans la conversation aussi, mais comme dans les livres pédagogiques dans l'école, on parle pas des compositrices. Moi, j'enseigne dans une conservatoire privé et c'est que moi qui parle des compositrices. Moi, j'enseigne et les livres, j'ai fait une revue des matériels pédagogiques de solfège et toutes les compositions. J'ai trouvé une composition d'une femme, une. Je vous suis complètement. Et c'est la situation actuelle. Oui, alors, mais c'est ça que nous, on a pris cette philosophie misogyne et on a vraiment formulé nos valeurs grâce à cette organisation, même si on ne croit pas les frères Goncourt. On a gardé d'une certaine forme leur sensibilité. Oh, c'est bien, c'est implicite, c'est pas explicite. La deuxième question, maintenant, ah oui, oui, les hommes, ils ont toujours souffert, même dans le 19e siècle, les pauvres. Mais si on parle de pouvoir, de diva, c'est compliqué, parce que même Pauline Viardot, elle a parlé de le fait qu'elle était seule d'être une diva, une prima donna respectable. Parce qu'elle a dit que presque tous les divas devraient aussi jouer un peu dans le demi-monde. Il y avait cette attente aussi pour les divas, et c'était pas facile pour eux non plus, même si elles avaient du pouvoir, elles avaient aussi de lutter contre cette attente de aussi à plaire tout le monde et pas seulement sur scène. Et c'est ça qui était difficile et qui joue aussi dans cette question de oui, je suis sûre qu'il y a des divas qui étaient pas sympas de tout, mais bah, c'est une question bien profonde et ça mérite aussi une autre présentation, je pense. Oui, bien sûr. Si je peux me permettre de rajouter juste un petit mot, là, je pense que l'histoire économique peut nous fournir une boîte à outils intéressante pour ces questions-là et relativement neutre. Quand on a accès à ces données, regardez combien une chanteuse était rétribuée, combien un compositeur, combien un librettiste, combien un metteur en scène. Et ça, ce sont des informations importantes. Je connais
assez bien la situation italienne au début du 19e siècle, une chanteuse de premier rang était payée de façon considérablement plus importante qu'un librettiste ou qu'un compositeur. Donc voilà, il faut quand même tenir ça aussi présent à l'esprit. Une chanteuse de premier rang, à cette époque, c'est une personnalité très importante et on ne lui impose pas n'importe quoi. C'est une femme de pouvoir. Oui, bien sûr. Et je ne pose pas de questions sur ça. Je pense que c'est juste que c'est une question bien... il y a plusieurs faces à cette question. Merci. Merci. Merci Damien pour ces questions et merci Amy pour la réponse. En effet, la question, c'est toujours le contexte du 19e siècle et là, on se situe d'un point de vue de la réception, en effet. Et je vois Catherine qui lève la main. Catherine, traductrice. Oui. Merci beaucoup, Amy. Effectivement, je pense qu'on a tous été assez bluffés par tes compétences techniques. J'aurais pas mal de choses à dire et je pense que je ne vais pas tout dire, mais peut-être juste parmi les choses qui pourraient être utiles. Déjà, par rapport à la discussion que vous venez d'avoir à l'instant, il y a un livre qui est quand même assez utile, que tu connais, je pense, parce que je te l'avais indiqué, qui est le livre de Kimberly White, qu'elle a publié il y a 2 ans, je crois, qui donne justement sur les chanteuses en France pendant une partie du 19e, et donc qui donne quand même un contexte d'histoire sociale assez précis sur les conditions d'embauche, etc. Et je pense un des mérites aussi de ce livre, c'est d'aller au-delà de la prima donna qui impose sa loi, etc., pour montrer qu'en fait, il y avait des réalités sociales qui étaient beaucoup moins glamour en fait, dans le métier de chanteuse. Et je voulais aussi revenir sur les travaux de Florence Launay, qui a bien montré qu'il y a une réception genrée des compositrices au 19e siècle et que ça n'est pas une projection contemporaine en fait, sur nos objets d'études. Enfin, elle était encore pire, je pense, qu'aujourd'hui, au 19e siècle, même si paradoxalement, il y a eu beaucoup de compositrices au 19e siècle. Et donc, moi, j'aurais peut-être une question sous forme de suggestion. Et en fait, 2 questions sous forme de suggestion. La première, c'est, moi, ça m'intéresse de t'entendre parler du génie parce que comme j'arrive d'avant, et j'ai eu toute une discussion lors de ma soutenance d'HDR avec Anne Piéjus, est-ce que je peux traduire ingenium par génie? Et Anne disait que oui, et moi j'avais des réserves, justement à cause du passage du 19e, qui a donné un sens très particulier au mot génie, qui est resté dans notre langue aujourd'hui. Mais est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de revenir à un usage comme on fait aujourd'hui avec le mot autrice, avec plein de mots qu'on resémantise à la lumière du féminisme? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de revenir à un usage ancien du mot génie finalement, où on est plus on est dans quelque chose qui est moins de l'ordre du divin, du surhomme, etc., mais qui est le génie, chacun de nous a un ingenium, a une manière a des capacités, des facultés créatrices. Et donc, au XVIe siècle, les femmes pouvaient avoir du génie, en fait, c'est pas du tout un problème. Voilà, je pense que c'est plutôt au XVIIIe, fin XVIIIe et au XIXe siècle que le mot prend un sens différent. Donc voilà, c'est peut-être plus resémantiser le mot génie, pas en lui calquant quelque chose qui serait complètement anhistorique, mais au contraire en revenant aux racines latines de ce mot ingenium. Et l'autre suggestion que j'aurais aussi à faire, c'est que j'ai l'impression que dans les études de genre qui sont en train de se développer aujourd'hui, on essaye aussi de laisser apparaître une vision, disons, plus positive de l'histoire des femmes, en racontant non seulement le récit de l'exclusion des femmes, etc., enfin tout ce côté très répétitif et très triste en fait et très déprimant, mais aussi en le contrebalançant avec quelque chose de l'histoire des luttes, l'histoire des personnes qu'on pensait différemment, l'histoire du féminisme effectivement qui quand même commence à émerger au 19e siècle, l'histoire des George Sand, l'histoire de George Sand ayant une amitié très forte avec Pauline Viardot, comme vous le savez, et du coup je pense que dans ce genre de présentation comme ça qui pose des grandes lignes, je pense que c'est important aussi de ne pas invisibiliser l'autre camp, je dirais, qui a une histoire et une histoire qui remonte à loin.
Voilà, ce serait un peu mes deux questions, suggestions. Celle sur historiciser le génie et historiciser ce que moi j'appellerais le féminisme, en fait. Oui. Bon, merci beaucoup pour tes suggestions. Tout à fait, je pense que j'adore cette idée de revenir sur la définition ancienne du génie, parce que je pense que ça appartient avec nos valeurs maintenant que, en fait, la créativité existe dans toutes les personnes et toutes les personnes sont inspirées, comme si on revient même plus avant que le XVIe siècle, aux racines grecques, que le génie, c'était l'esprit dans chaque personne qui inspirait la créativité et la création. Alors, oui, je suis d'accord, je pense que c'est une super idée. Et alors, je ne suis pas sûre si j'ai complètement compris le sujet sur le deuxième partie. Est-ce que vous avez dit que en fait, je ne dois pas ignorer les difficultés ou parler du féminisme de leur temps? Disons que je pense qu'il y a eu des soutiens aussi aux compositrices. Oui. Il y a eu des réactions, en fait. Là, c'est vrai que les discours misogynes sont tellement... il suffit d'ouvrir n'importe quel journal du 19e siècle ou ouvrage de médecine, et c'est partout. Mais il y a aussi d'autres discours. Ce que je veux dire, c'est laisser apparaître d'autres discours. Parce que finalement, si on a... Oui. quelque part, on fait aussi... c'est pas sexiste évidemment, mais ça donne une vision quand même très unilatérale et ça invisibilise justement toutes les résistances, toutes les contre-discours. Il y a eu des contre-discours à la misogynie depuis l'Antiquité, donc je pense qu'il faut les laisser quand même apparaître. Je pense que c'était aussi le sens de l'ouvrage Musicienne en duo auquel moi j'avais participé. De laisser montrer justement qu'il y a eu des alliances, il y a eu des résistances, il y a eu des espaces en fait qui rendaient possible l'apparition et ces espaces étaient habités par une pensée de défense des femmes, etc. Donc je pense qu'il faut laisser apparaître ça aussi. D'accord, ok, oui, merci. Enfin, disons, c'est plus nuancé, mais ça montre aussi les antagonismes. Oui, oui. Et il y avait aussi des hommes qui étaient à soutien, surtout Franz Liszt et beaucoup des autres qui étaient vraiment là pour soutenir des femmes. Oui, merci. Merci beaucoup, Amy. Merci, Catherine. Je vois que Marco Gurrieri a levé la main également. Alors, Marco a rejoint l'IREMUS récemment pour travailler sur le projet européen Polyphonia. Voilà, Marco, je te laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je voulais remercier Amy pour sa présentation absolument parfaite, très professionnelle. Et je voulais rejoindre les remarques faites par Damien en apportant un autre exemple, par contre, qui montre comment les divas pouvaient même changer la composition d'un opéra. Je fais référence, par exemple, à la Norma de Bellini. L'entrée de la prima donna a empêché à Bellini de composer de la musique pour sa rentrée. Norma fait sa rentrée dans le silence total. Et tout simplement parce que c'est la réponse qui a été donnée pour cette entrée mystérieuse et dans le silence total de l'orchestre. C'est parce que la prima donna était Giuditta Pasta. Et sa rentrée suffisait pour causer, pour provoquer les applaudissements du public dans le théâtre, et cela couvrait systématiquement la musique du compositeur. Donc, Bellini a préféré de ne pas composer de musique pour la rentrée de Norma. Cela a donné aussi un effet théâtral important parce que cela devient un moment encore plus hiératique, plus sacré, mais c'est la raison réelle, on va dire, concrète, c'est à cause de la rentrée de la prima donna. Après, je voulais aussi apporter une sorte de réflexion sur le fait que peut-être il faudrait séparer le monde de l'opéra du monde de la musique instrumentale.
Je porte un exemple. Voilà, la spécificité de l'opéra a été déjà démontrée par les remarques faites par Damien. Mais sur la musique instrumentale, je pense par exemple à Clara Schumann. Et par exemple, elle a renoncé à faire une carrière de compositrice parce qu'elle s'est concentrée sur sa carrière d'interprète, de virtueuse. Et si on pense à ce que Schumann a fait de sa vie, il a dû renoncer à la carrière de virtueuse à cause du problème qu'elle a eu à sa main. Et donc, c'est à cause de cela qu'elle s'est concentrée sur la profession de compositeur. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, au 19e siècle, être virtueuse, être un interprète était presque plus important, après notamment l'exploit de Paganini, quelque chose de... C'était la manière d'être la star internationale. Ce n'était pas vraiment le compositeur. Dans le domaine de la musique instrumentale, pour plusieurs décennies, ça a été ça en fait. C'était l'interprète, la vraie star, la vraie étoile qui faisait les tours dans toute l'Europe et qui jouait partout. Donc, si on veut, Clara Schumann a fait le choix qu'elle-même a considéré, ou peut-être son père aussi, elle-même a considéré le meilleur pour sa profession. Parce que c'était la manière de devenir la vedette. Je ne sais pas, je voulais aussi ajouter cette réflexion à cette démarche, de séparer les deux mondes. En fait, opéra d'un côté et musique instrumentale de l'autre. Merci beaucoup, Marco. J'ai mis une réaction peut-être un peu courte parce qu'il faut qu'on avance. Bah, toutes ces questions méritent d'avoir une autre séance pour parler. Je pense que quand on parle de Clara Schumann, qu'elle a fait le choix, ça c'est une question un peu compliquée parce que le choix, de quelle manière elle a fait le choix, parce qu'elle a très vite eu des enfants. Elle a compris qu'elle pouvait gagner la vie comme interprête, et que son mari gagnait, c'était pas toujours sûr l'argent que son mari gagnait. Alors en fait, c'était la nécessité aussi, et même après d'avoir les enfants. Alors cette question de faire le choix, ça mérite plus de recherche. Merci beaucoup, Amy. Je crois en effet, comme l'ont fait remarquer Catherine, Marco et Damien, il y a beaucoup de types d'histoires de la musique qui sont convoquées, les questions de réception, les questions économiques, les questions sociales. Et on pourrait faire une séance entièrement consacrée à ces questions. Je vous propose cependant d'avancer. Merci beaucoup encore, Amy, et bravo.